Nous sommes de retour sur le plateau du JT 4 Nat pour cette édition spéciale dédiée aux 40 ans du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Et je suis accompagné de 4 invités de renom. Je vais commencer par vous, Patrick Peugeot. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez notamment été PDG de CCR. À vos côtés, Thierry Martel, le directeur général de Groupama et président de l'AAM. À vos côtés, Martin Landais, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Et enfin, Bertrand Labillois, directeur général de CCR. Messieurs, merci à tous les 4 d'être sur notre plateau. Monsieur Peugeot, je vais commencer par vous. On parle des 40 ans du régime des catastrophes naturelles. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce régime 4 Nat? Oui, en effet, c'est en 81-82 que les choses ont bougé, poussées par 2 circonstances. La première, c'est des grosses catastrophes qui ont eu lieu, notamment des inondations, notamment dans la région de Lyon et de ces coins-là, qui étaient forts. Et puis, d'autre part, la pression qui est née à ce moment-là, que le système d'assurance était dépassé par les événements. Et qu'il fallait donc essayer de mettre en œuvre un système qui à la fois permette de couvrir les risques, mais en même temps de faire un peu de prévention, si c'était possible, pour en même temps donner à l'ensemble des Français des moyens d'arriver à couvrir leurs risques. Or là, on a découvert quand même pas mal de choses. C'est que d'une part, il ne suffisait pas de le dire, il fallait encore monter un système obligatoire. Et le système obligatoire, c'était pas simple à envisager. Et d'autre part, d'arriver à essayer de mettre en place une opération qui, avec l'État, permette de mettre ensemble tout le monde, les assureurs, les fonctionnaires des directions des assurances et du Trésor, et en même temps, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, couvraient ces risques. Et là, on peut dire que ça a été un peu dur. Les politiques ont finalement joué un rôle essentiel dans cette opération, qui a été de politiser la question. Et il y a un personnage qui, à cette époque, a joué un rôle important, qui s'appelait Pierre Joxe, qui trouvait être un député d'une région qui avait été largement touchée par les inondations. Et il a plaidé avec une force particulière, parce qu'il était clair que c'était un des exemples clairs qu'on voulait couvrir. À ce moment-là, ils nous ont appelés au niveau de la CCR pour nous dire « c'est à vous de mettre en place le système ». Parce que vous avez tous les moyens. Et il y avait notamment M. Fary, à l'époque, qui jouait un rôle important dans tout ça. Et on s'est mis d'accord assez vite pour mettre en place le système obligatoire en même temps que d'intervenir au niveau de l'État. Et je pense qu'on peut se féliciter de ce que cette opération se soit montée aussi vite, alors même qu'il y avait quand même beaucoup de choses à traiter en même temps. Alors, Monsieur Peugeot, quel a été votre rôle à l'époque et puis comment a été accueillie cette... J'ai été nommé le 15 juin 1981. Pour ceux qui connaissent cette date, ça correspond à un changement assez important dans l'organisation publique et politique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs à la CCR qui avaient envie vraiment de faire quelque chose et qui ont mis en place une procédure pour arriver à la fois à convaincre le Trésor, à la fois convaincre les politiques et avec Pierre Joxe d'arriver à monter un système qui corresponde réellement, techniquement, à une prise en compte du régime lui-même et en même temps d'arriver à faire en sorte que l'ensemble du marché soit associé. Ça, je pense qu'on peut dire que ça a été une belle réussite de la CCR parce que c'était pas évident que la profession laisserait faire. Et là, j'ai eu la chance de trouver un accord avec une dizaine de patrons d'entreprises qui ont constitué un comité. Et ce comité a travaillé pendant 6 mois, pratiquement du mois de juin au mois de novembre, pour pouvoir mettre en place le système avec une sorte d'accord général à la fois des compagnies, du public et de l'État, si je puis dire. Et je pense qu'on peut dire que le fait que les premiers engagements organisés suivant ce schéma-là aient eu lieu en gros dans le début de l'année 82 prouve qu'on a travaillé vite. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut se féliciter que la CCR ait à l'époque eu les équipes qu'il fallait. La suite a montré que ce n'était pas si simple et qu'il fallait encore régler d'autres problèmes. Mais là, les choses sont arrivées à temps, efficacement, et on montrait l'exemple pour pas mal de temps, avec une difficulté majeure qu'on n'attendait pas, c'est des reproches très forts
de pas mal d'États européens sur le fait que l'État était à ce point mêlé de cette opération. Pour eux, c'était scandaleux. L'État ne devait pas commencer à faire de l'assurance, ce n'était pas pour ça qu'il existait. Et donc, on a eu pendant le début de l'année 82 des conflits assez forts sur le plan international. Très bien. Merci pour votre témoignage. Bertrand Labillois, je me tourne vers vous. Le régime a 40 ans, pourtant il reste encore un peu méconnu du grand public. Comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Alors le fait qu'il soit méconnu n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'il fonctionne bien, les trains qui arrivent à l'heure ne font pas parler d'eux. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a rempli sa mission pour les assurés qui trouvent des couvertures à un prix modique et qui leur donne une indemnisation rapide. Il est utile pour les assureurs puisque c'est une bonne protection très stable et pérenne dans le temps et il protège les finances publiques. Donc le bilan de ce point de vue-là est très positif et donc ça explique que le régime est peu connu. Patrick Peugeot disait que ça avait été une performance de monter un tel système en si peu de temps. Et effectivement, toutes les tentatives qui ont pu avoir lieu dans des pays proches, l'Allemagne, l'Italie, on voit que c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord autour d'un projet commun. La deuxième raison pour laquelle il est peu connu, c'est que c'est un peu complexe pour les assurés, le régime CatNat d'un côté, les garanties tempête, grêle, neige de l'autre, le fonctionnement même du régime est particulier et je ne suis pas sûr que les particuliers fassent la différence entre le rôle dans ce système des entreprises d'assurance, qui est clé, et le rôle de CESER, qui est complètement méconnu, et l'entreprise elle-même est méconnue, et le rôle de l'État. Ils voient plutôt ça comme un système public. Bon, c'est pas grave, c'est juste dommage pour la compréhension, la lisibilité du régime. Il n'y a pas d'assurance sans prévention. Et donc le fait que le régime soit méconnu et que les gens n'arrivent pas à voir quel est le rôle des uns et des autres n'aide pas sur cette problématique des risques naturels à mettre en place au niveau des individus, bien sûr au niveau de l'État avec le fonds Barnier, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais au niveau des individus, les gens n'ont pas conscience que c'est aussi leur rôle de se prémunir, de se protéger contre pour diminuer leur exposition au risque naturel et pour avoir les bons comportements en cas d'événement. Vous avez évoqué d'autres pays, l'Italie par exemple. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres dispositifs qui se font à l'international qui seraient intéressants de regarder ou d'intégrer au régime français aujourd'hui ? Alors CESER est membre du World Forum qui réunit tous les systèmes qui, peu ou prou, permettent de couvrir tout ou partie des risques naturels. Et donc on a une bonne vision sur ce qui existe à l'étranger. Pour dire les choses très simplement, il y a un seul dispositif qui est comparable à la Caisse centrale de réassurance et au régime CatNat, c'est le Consorcio Nacional de Seguros en Espagne, mais avec des différences assez notables parce qu'il intervient en direct alors que nous sommes un réassureur. Partout ailleurs dans le monde, on a des dispositifs qui couvrent soit des risques très particuliers, soit des catégories d'assurés particulières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignements à en tirer pour notre propre système en France. Par exemple, le système espagnol, comme c'est de l'assurance directe, la prime n'est pas calculée par rapport à un pourcentage de la prime incendie, vol ou que sais-je. Elle est vraiment calculée par rapport aux capitaux assurés, ce qui permet de bien prendre en compte l'exposition aux risques naturels au cas par cas. Vous avez, je prends un autre exemple, le système californien qui couvre le risque tremblement de terre et qui, lui, intègre dans la prime payée par l'assuré les mesures de prévention qu'il a mises en œuvre. Donc là, il y a vraiment une reconnaissance et une incitation très forte des uns et des autres à prendre les bonnes mesures. Et je terminerai par un dernier exemple, Flood-Ray, donc le dispositif qui a été mis en place en 2016 par le Royaume-Uni,
Donc même le Royaume-Uni, temple du libéralisme, a mis en place un dispositif comparable, centré sur les inondations au système français. Au Royaume-Uni, donc ce dispositif indemnise ce qu'on appelle le Build Back Better, c'est-à-dire on n'indemnise pas seulement les dommages causés par l'inondation, mais également on indemnise pour permettre de reconstruire mieux, pour diminuer l'exposition aux futures inondations. Très bien. Merci pour ces précisions. Monsieur Martel, je me tourne vers vous. Vous dirigez une mutuelle d'assurance bien connue du grand public. Comment est-ce que vous voyez évoluer le régime dans les prochaines années, ou comment vous souhaiteriez qu'il évolue dans les prochaines années? Moi, je pense que ce régime des catastrophes naturelles est vraiment un atout pour le marché français. Il a été quelquefois attaqué. On s'est toujours positionné du côté des défenseurs, parce que notre activité est cyclique et on voit qu'aujourd'hui, avec le retrait des capacités de réassurance, le fait que ce régime ait été maintenu est un véritable atout pour le marché français et pour les assurés français. Moi, je pense que si on doit parler de changement, il faut parler d'évolution et pas de révolution, parce que, comme le disait Bertrand et comme l'avait rappelé dans l'histoire Patrick, ce régime a rendu de très grands services à la nation. Pour autant, il y a des conditions qui évoluent et il faut aussi s'adapter à son temps. Au fond, je crois que sur la table, il y a 4 sujets majeurs qui mériteraient peut-être qu'on s'y penche. Le premier, c'est l'équilibre financier du régime, évidemment, c'est le premier impératif. Et avec les chiffres tels qu'on va les voir cette année, la question commence à se poser de manière très concrète. La deuxième, c'est, et Bertrand l'a dit, comment rendre les acteurs davantage acteurs, enfin les acteurs économiques davantage acteurs de leurs risques, aussi bien les pouvoirs publics, et on voit que de ce point de vue-là, il y a encore des marges de progrès importantes, avec des plans de prévention des risques ou des mesures de prévention qui ne sont pas suffisamment prises ou pas suffisamment entretenues, avec finalement à la fin de la journée des assurés qui sont pénalisés d'un manque de courage des pouvoirs publics sur ce sujet, mais les assurés eux-mêmes, qui doivent être acteurs de leurs risques. On sait que quand on est dans une zone dans laquelle les eaux sont susceptibles de monter, il vaut mieux mettre ces prises de courant à 1 mètre du sol qu'au ras des plaintes. Il vaut mieux construire en dur plutôt que de mettre du placo-plâtre. Enfin, il y a toute une série de choses très basiques, mais sur lesquelles il ne serait pas inutile d'inciter les gens à prendre un certain nombre de mesures pour éviter l'ampleur des dégâts. Le troisième sujet, c'est le niveau d'intervention. Et on a eu le sujet récemment avec les retraits-gonflements des argiles sur les préjudices esthétiques. Faut-il ou non que la solidarité nationale s'exerce sur les préjudices esthétiques? Nous, de ce point de vue-là, sur la profession d'ailleurs, on était plutôt favorable à ce que les préjudices esthétiques continuent à être couverts. C'est grosso modo, c'est un peu plus de la moitié des demandes pour 10% du coût. Donc, et en termes d'image, je pense que c'était favorable au régime. Et la question du niveau des franchises. Et là aussi, le niveau des franchises, c'est un moyen de responsabiliser, mais il ne faut pas mettre en difficulté les ménages les plus modestes. Donc le réglage du curseur est toujours un exercice difficile. Et puis le quatrième facteur, c'est la définition même de la catastrophe. Parce que l'année 2022 peut être considérée aujourd'hui comme une année catastrophique. Quand on lit le rapport du GIEC en 2050, ce sera sans doute considéré comme une année fraîche. Et donc, il n'est pas du tout impossible que 2023 ressemble beaucoup à 2022. On ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui est loin d'être impossible. Donc, selon la manière dont on regarde les choses, 2022, c'était catastrophique vu depuis l'année 2000, et ça ne sera pas du tout en 2040. Et donc, comment on redéfinit cette notion de catastrophe? Est-ce que c'est une notion de fréquence? Est-ce que c'est une notion d'intensité? Comment on croise les deux facteurs? Et je pense que l'accélération du changement climatique rebat forcément un peu les cartes sur ce sujet-là. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour moi, ce régime des catastrophes naturelles, c'est un peu un bien commun. Et donc, il ne s'agit pas de lancer le concours Lépine, de celui qui aura la meilleure idée pour le faire évoluer. Il faut qu'on le fasse évoluer tous ensemble, qu'on se mette autour de la table. Bertrand le disait, le consensus n'est pas forcément facile à trouver, et pour autant, il est indispensable, que ce soit les acteurs de la profession, que ce soit les pouvoirs publics, et je pense que Martin ne sera pas en désaccord avec moi sur ce point. Ça fait partie du patrimoine qui protège nos concitoyens, et on doit tous ensemble réfléchir à la manière d'améliorer toujours ce patrimoine et ce filet de sécurité.
Très bien. Est-ce que vous pensez, à l'image du régime des catastrophes naturelles, qu'il faille créer d'autres régimes de ce type pour des risques qu'on considère non assurables? Je pense évidemment à la pandémie. On a parlé d'un régime pandémique. Je pense aux risques cyber. Est-ce que ça vous paraît intéressant de pouvoir calquer ce mécanisme sur d'autres risques? Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle un risque inassurable? Et là, il peut y avoir de multiples raisons, de multiples causes pour lesquelles des risques peuvent être considérés comme non assurables. Fondamentalement, si on revient à la définition des choses, le seul risque qui soit inassurable, c'est celui qui n'est pas aléatoire. À partir du moment où le risque est certain, ce n'est plus un risque assurable. Et rentre dans cette catégorie, de mon point de vue, deux choses. Les décisions administratives, parce que ce n'est pas aléatoire, c'est l'homme qui décide à un moment donné de prendre des mesures. Et c'est l'aléa moral. On sait que certains types d'assurance, l'assurance crée le sinistre. À partir du moment où on crée de l'assurance, on crée du risque. Vous avez une deuxième catégorie de risques difficilement assurables, ce sont ceux pour lesquels on n'a pas de statistiques, sur lesquels on ne sait juste pas, puisque l'assurance, c'est de collecter de la prime avant et de la distribuer après. Si on ne sait pas combien il faut appeler avant, c'est difficile d'équilibrer le régime. La troisième catégorie, et les risques cyber, de mon point de vue, rentrent par exemple dans cette catégorie. Le risque climatique est progressivement en train d'y rentrer aussi. Quand on voit ce qui s'est passé en 2022, on est en train de rentrer dans cette phase-là, d'où la contraction d'ailleurs des capacités de réassurance. La troisième catégorie, c'est des risques qui sont d'une telle ampleur que le bilan des compagnies d'assurance ne peuvent pas les porter. Ils sont beaucoup trop gros. Et là, il faut qu'on trouve une base de mutualisation qui soit plus large. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les choses qui sont assurables, parce qu'on a des statistiques, les bilans des compagnies d'assurance peuvent les porter, mais juste le payeur de prime n'a plus les moyens de payer sa prime. Surtout que le principe de l'assurance, c'est quand même de sélectionner les risques, et pour un certain nombre de personnes, la charge devient économiquement insupportable. C'est techniquement assurable, mais économiquement insupportable. Donc il y a tous ces cas de figure qui sont en train progressivement de se présenter. Le cyber coche un certain nombre de cases par rapport à ça. Le climatique également, la pandémie de même. Et donc il faut qu'on y réfléchisse. Sur la pandémie, on a pris une solution qui a été le tout public. Mais là, c'était une décision administrative. Et c'est quelque chose qu'on connaissait déjà en termes de risques sanitaires sur les animaux, puisque les épizooties, en réalité, ce sont des décisions administratives qui sont couvertes par la puissance publique. Sur le climatique, on est en train d'achever en ce moment une réforme très importante sur l'assurance des récoltes. Et là, pour le coup, les discussions qu'on a eues avec les pouvoirs publics ont été très constructives. Sur le cyber, je pense que le problème reste largement ouvert. Et pour le coup, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que l'assuré doit être acteur de son risque. Et en matière de cyber, on sait que c'est déterminant. Donc je crois que l'exemple qu'on est en train de traiter aujourd'hui des catastrophes naturelles et celui de l'actualité récente sur l'assurance des récoltes montre qu'on peut trouver des articulations intelligentes entre des assureurs qui sont des experts de terrain, qui sont capables d'aller indemniser les risques, et les pouvoirs publics qui peuvent porter la solidarité nationale. Très bien, merci Thierry Martel pour ces arguments. Martin Landais, je termine par vous. Parmi les évolutions récentes du régime, quelles sont selon vous finalement les plus intéressantes, les plus importantes ? Je vais citer deux réformes récentes des derniers mois qui sont la loi du 28 décembre 2021, dite loi Baudu, et puis l'ordonnance du 8 février 2023 qui traite le sujet de la sécheresse. Mais peut-être avant de revenir très rapidement sur ces deux réformes, indiquer que ces réformes, elles se situent dans un moment charnière, dans un contexte charnière pour le régime des catastrophes naturelles. Charnière parce que à la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est, on l'a déjà dit, le niveau exceptionnel de la sécheresse en 2022, qui est, quoi qu'on en dise, un game changer. Le deuxième facteur, c'est la pression à la hausse sur la sinistralité, qui s'explique à la fois par des phénomènes structurels, l'augmentation des aléas climatiques, et puis aussi par des éléments d'inflation à un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 40 ans. Et puis, dernier élément, c'est aussi l'évolution de l'attente des assurés, des citoyennes, des citoyens, dans un contexte où les conséquences du changement climatique y sont de plus en plus visibles par tous. Alors, pour revenir sur votre question, la première réforme, c'est la loi du 28 décembre 2021 sur le régime des catastrophes naturelles qui a
eu des effets positifs, très positifs pour les assurés. Premièrement, cette loi, elle permet des déclarations facilitées, une amélioration des délais dans les déclarations, dans les indemnisations. Elle permet aussi la prise en compte l'indemnisation des frais de relogement, ce qui est un élément très important. Et dans la même veine, elle permet aussi un assouplissement sur les franchises, en particulier pour les professionnels, et des assouplissements qui bénéficieront notamment aux petites et aux moyennes entreprises. Et puis enfin, c'est une réforme qui augmente la transparence dans le processus décisionnel de déclaration des catastrophes naturelles, avec désormais des arrêtés CatNat qui sont motivés, qui explicitent les voies et moyens de recours, la nomination de référents CatNat dans les territoires pour que chacun comprenne quels sont les enjeux et quels sont les processus, et puis au niveau national, la création d'une commission consultative composée d'élus, d'experts, d'assurés, d'assureurs, de réassureurs, avec un objectif d'orientation des politiques publiques. Ça, c'était le texte du 28 décembre 2021. Et puis le deuxième texte, c'est l'ordonnance du 8 février 2023 qui porte sur la sécheresse. La sécheresse, ça a été évoqué, c'est un péril compliqué avec une cinétique très particulière. Et donc, qu'a fait cette ordonnance? Elle a essayé de prendre en compte les spécificités de cet aléa en maintenant cet aléa, et c'est important, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, c'est-à-dire dans le cadre de la solidarité nationale. Alors, plusieurs points, je ne vais pas expliciter toutes les réformes que comprend ce texte, mais le premier point, c'est de permettre l'indemnisation d'une succession anormale de sécheresses qui, prises individuellement, ne seraient pas indemnisées. Et donc ça va permettre d'augmenter le volant des périls reconnus CatNat au titre de la sécheresse, c'est important. Le deuxième point, c'est d'encadrer très fortement l'activité des experts, parce qu'on sait bien que c'est un motif d'insatisfaction des assurés, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes déclaré CatNat, encore faut-il qu'il y ait un lien qui soit établi entre le sinistre et la reconnaissance, et ça, c'était un sujet qu'on voulait traiter. Et puis, dernier point qui n'est pas dans l'ordonnance stricto sensu, mais qui est un sujet sur lequel les départements ministériels travaillent, c'est une évolution des critères de reconnaissance catastrophe naturelle pour la sécheresse qui permettra une augmentation du nombre de sinistres reconnus catastrophes naturelles. Très bien. Quelle est la position plus générale du gouvernement aujourd'hui sur ce régime, notamment à propos de la réassurance de certaines catastrophes qui, vous l'avez dit, s'accélèrent? Quelle est votre vision sur ce point? Sur le régime CatNat, je crois que c'est important de dire qu'au bout de 40 ans, c'est un régime qui garde toute sa pertinence. C'est un régime original, fondé sur la solidarité nationale. Je crois que c'est, au fond, une bonne nouvelle qu'il soit peu connu, parce que ça montre qu'il fonctionne bien. C'est un régime qui, il faut le répéter, qui a permis quand même d'indemniser plus de 3,3 millions de sinistres pour un montant de 44 milliards d'euros. Donc c'est conséquent, c'est même considérable. Ce régime, il est original, et nos partenaires européens viennent nous voir pour comprendre, et en particulier dans le contexte actuel, pour comprendre quels sont ses fondements institutionnels, sa logique, son fonctionnement juridique. Le régime, il couvre quand même 95 millions de biens pour des capitaux assurés de 15 000 milliards d'euros. Quand vous voyez, et ça c'est les chiffres d'EIOPA, l'association des superviseurs européens, quand vous voyez qu'au niveau européen, à peine 23% des sinistres climatiques sont couverts, on voit que c'est un régime qui fonctionne bien en France et sur lequel il faut continuer de bâtir et qu'il faut continuer de faire évoluer. Et à cet égard, le premier chantier, c'est évidemment d'assurer la pérennité du régime. La pérennité du régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre que ce régime continue de fonctionner avec une couverture assurantielle large, à un coût acceptable, dans une logique de solidarité nationale. Et donc, il faut que dans les mois, dans les années qui viennent, on trouve les voies et moyens de garantir cette pérennité. Le deuxième chantier, c'est, et ça a été aussi évoqué par Thierry, c'est il faut que ça reste un régime fondé sur l'assurance. Et ça peut être compliqué dans des situations où des périls reviennent avec une récurrence forte et dans des zones d'aléas délimitées. Et donc c'est sur ce chantier qu'il faut qu'on continue de travailler. Et puis enfin, un sujet qui est clé et qui, d'une certaine manière, est aussi une condition de succès des deux premiers, c'est la prévention.
Sur ce sujet, on a encore beaucoup de travail à faire. On prend notre part côté État. Il faut qu'on travaille avec la Caisse centrale de réassurance, avec tous les réassureurs, avec les assureurs, avec les assurés, parce que sans prévention, vous ne pouvez pas assurer la pérennité, la prise de conscience de la nécessité de mener des politiques d'adaptation au changement climatique, puisqu'on sait que de toute manière, il va falloir s'adapter, puisque le changement est là, quels que soient les efforts d'atténuation qu'on fait. Et donc c'est vraiment le chantier phare sur lequel auquel il faut qu'on s'attelle. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre de vos témoignages très intéressants.